programme vous est offert par Illico Cash. Au sommaire de ce journal, réduction du prix du nouveau passeport biométrique à 75 $. C'est ce qui ressort de la 39e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Les détails dans ce journal. Effort de guerre, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, procède ce samedi à la remise des offrandes spéciales et autres biens en nature collectés en faveur des FARDC et des Ouazalendo. En dehors de nos frontières, au Gabon, 920 000 électeurs sont appelés aux urnes ce samedi pour élire le prochain président de la République. Au total, 8 candidats sont en lice, dont le chef de la transition, Brice Oligui Nguema. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. À la une de l'actualité, 39e réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement souminois. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a présidé cette réunion hebdomadaire vendredi à la Cité de l'Union africaine. Outre la communication du président de la République, cette rencontre a abordé la question relative à la situation sécuritaire, humanitaire et épidémiologique dans le pays. Le chef de l'État a appelé le gouvernement à renforcer ses capacités de réponse rapide et efficace face aux crises humanitaires. Par ailleurs, Félix Tshisekedi a instruit la baisse du prix du passeport congolais. Il passe donc de 99 $ à 75 $ américains. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la réduction du prix du passeport biométrique ordinaire. Fidèle à son engagement pris en 2019 afin de soulager nos compatriotes du poids financier lié à l'acquisition du passeport ordinaire biométrique, le président de la République avait alors décidé d'en réduire le coût à l'équivalent en francs congolais de 99 $ américains. Cette décision s'inscrivait dans une vision plus large de l'action publique, celle de rapprocher l'état des réalités quotidiennes de nos concitoyens en faisant de la justice sociale, de l'efficacité administrative et de la bonne gouvernance les piliers de notre gestion. Aujourd'hui, dans la même dynamique, avec la ferme volonté de rendre ce document essentiel encore plus accessible, le président de la République a pris la décision, après analyse des différents paramètres lui présentés, de ramener les prix du passeport ordinaire biométrique à l'équivalent de $ américains, 75 $. Cette mesure, à forte portée symbolique et sociale, vise à garantir à chaque citoyen et chaque citoyenne un droit fondamental, celui de pouvoir s'identifier et circuler librement sans que des conditions financières n'en constituent un frein. Elle participe également d'une volonté politique affirmée de réformer l'administration au service de la population en la rendant plus équitable et plus inclusive. Son exécution devra se faire avec rigueur, équité et responsabilité en tenant compte des éléments suivants. La préservation des engagements contractuels. Intégration des militaires et policiers à la SENSAP. La mise en œuvre effective de cette réforme interviendra à la fin de ce mois d'avril. C'est ce qui ressort de la réunion coprésidée par le vice-premier ministre de l'Intérieur et de la fonction publique. Cette réforme vise la prise en charge intégrale des hommes en uniforme. Conformément à la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, la loi portant régime de sécurité sociale des agents publics de l'État est déjà opérationnelle même pour ce qui concerne le personnel de la police et de l'armée. C'est dans ce cadre que le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, et le vice-premier ministre chargé de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, ont co-présidé jeudi 10 avril dernier une réunion hautement stratégique sur la mise en œuvre effective du régime de sécurité sociale des policiers et militaires par la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Cette réunion a permis de prendre d'importantes mesures en prélude du lancement officiel du régime de sécurité sociale des militaires et policiers qui devra intervenir avant la fin de ce mois d'avril. Il est assez significatif quand la République, le gouvernement puisse considérer davantage ses fils et ses filles qui sont sous les drapeaux. Encore que nous envisageons déjà nous aussi à la police un recrutement pour renforcer et redorer notre police nationale. Une telle campagne va nous permettre de toucher les jeunes, les attirer vers cette fonction et profession noble.
Les militaires et les policiers qui vont être mis à la retraite désormais vont être pris en charge automatiquement par la SNSAP. Deuxième branche, risque professionnel, les militaires blessés au front, les policiers blessés lors de leurs prestations, eh bien, ils font face à des risques énormes. Et lorsqu'ils prennent des risques, ils doivent être sûrs que l'État va prendre des dispositions pour leur assurer une meilleure prise en charge. C'est ce qui est fait désormais depuis janvier. Avec la mise en œuvre effective de cette réforme, le gouvernement marque un pas décisif dans le processus de la révolution sociale de la protection de forces de l'ordre et de la défense en leur assurant une couverture sociale et sereine. Après les pluies du 4 au 5 avril ayant causé des pertes en vies humaines et des dégâts matériels, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, s'est rendue dans différents hôpitaux où sont hospitalisés les sinistrés victimes des inondations. Suite à sa visite sur les lieux des inondations en Djili et dans des sites d'accueil, Institut Lumumba et Tata Raphaël, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a poursuivi son engagement en se rendant dans plusieurs hôpitaux pour rendre visite aux victimes de cette catastrophe naturelle. Tour à tour, Nathalie Aziza Mounana a visité les victimes de l'hôpital Vidjana et l'hôpital général des références mères et enfants de Barumbu. Dans ces établissements, la ministre des Affaires sociales a veillé à ce que les victimes reçoivent les soins appropriés. Elle a également pris l'initiative d'apporter des fournitures nécessaires pour assurer un suivi optimal des traitements. C'est la joie d'être visité par son Excellence, le ministre des Affaires sociales. Après sa visite aux hôpitaux, Nathalie Aziza Mounana est retournée dans les sites d'accueil pour s'assurer que les sinistrés étaient correctement pris en charge. Elle a vérifié les conditions de vie et a réaffirmé l'engagement du gouvernement à soutenir les victimes en cette période difficile. Nathalie Aziza Mounana continue de jouer un rôle actif dans la gestion de cette catastrophe en s'assurant que les sinistrés reçoivent non seulement des soins médicaux mais aussi un soutien logistique et moral. Nous prenons plus de 7000 familles en charge, catégories confondues, femmes, enfants, femmes enceintes, vieillards. La ministre lui-même nous a apporté tout ce dont nous avons besoin. Nous sommes très ravis. Nous l'avons rassuré que nos différents sites sont très bien organisés parce qu'il y a dans les différents sites, il y a des équipes. Et dans chaque site, nous avons le box de santé avancé. C'est dans ces box de santé que nous recevons tous les patients. Ces actions témoignent d'un engagement fort envers le bien-être des victimes d'inondations. Comme la semaine dernière, une forte pluie s'est abattue hier vendredi sur la ville causant d'énormes inondations. Pendant ce temps, la Metelsat provient sur les prochaines prévisions météorologiques. On écoute à ce sujet Augustin Taguissabo, responsable de prévision du temps à la Metelsat. La prévision, c'est-à-dire c'est une probabilité que nous projetons pour les mois prochains ou les jours suivants. On peut avoir des pluies parce que il peut faire chaud et maintenant, après cette pluie d'aujourd'hui, c'est les conséquences des températures qu'on a accumulées la semaine. De la semaine passée et au début de la semaine ici, il faisait chaud. Et maintenant, ça a alimenté l'atmosphère. Et comme ça a alimenté l'atmosphère, et l'évapotranspiration tellement favorable, et ça a donné cette précipitation. Donc dans les prochains jours aussi, nous continuons toujours avec de tels mouvements des paramètres météorologiques. Nous allons connaître toujours des pluies et des inondations. Je suis sur le boulevard ici, je vois il y a des inondations. Vraiment, l'eau est montée. Et c'est pour dire que nous devons prendre des dispositions, même pour ceux-là qui sont dans les véhicules, tous ceux-là qui sont les piétons, et même ceux qui sont en moto, doivent prendre les dispositions. Et nous sommes dans la saison de pluie. Et cette pluie va continuer jusqu'à mi-mai. Donc nous devons prendre notre disposition. Ceux qui sont dans le littoral peuvent disposer, et ceux qui sont dans les terres ou accidentés doivent aussi disposer pour prendre leurs moyens de défense, parce qu'il risquera d'avoir des glissements de terrain
et des inondations pour ceux qui sont à côté des rivières et ceux qui sont à côté du fleuve. Donc pendant cette période, c'est une période tellement pluvieuse où les gens doivent chercher moyen de se dégager des dangers. Justement, en rapport avec les inondations à Kinshasa, le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, a présenté à l'Assemblée provinciale un rapport sur la situation des récentes inondations causées par des pluies diluviennes qui ont entraîné des pertes en vies humaines et des dommages matériels importants dans la capitale. Les membres de la plénière ont salué l'engagement du gouverneur qui est activement impliqué dans la gestion de cette crise. Par ailleurs, la commission d'enquête mise en place lors de la réunion du 8 avril continue d'investiguer pour évaluer l'ampleur des dégâts et proposer des solutions. À l'issue de la plénière de ce vendredi 11 avril 2025, qui était entre autres consacrée à la présentation par M. le gouverneur de la situation globale des récentes inondations dues aux pluies diluviennes ayant causé des victimes et des dégâts matériels dans la ville de Kinshasa, la plénière a constaté qu'étant donné que le gouverneur de la ville est à pied d'œuvre, d'une part, et la commission d'enquête instituée par la plénière du 8 avril étant elle aussi en plein exercice dans sa mission d'autre part, compte tenu du fait que la ville de Kinshasa est encore sous une pluie diluvienne, la plénière a estimé important de permettre à M. le gouverneur ainsi que la commission d'enquête de travailler sans désemparer. Et cela en toute célérité pour le bien des Kinoises et Kinois. Et cela sans perdre le temps. À conséquence, nous invitons les Kinoises et Kinois d'éviter les endroits à haut risque car les fortes précipitations s'annoncent encore. Face à la persistance des intempéries, la plénière a souligné l'importance de permettre aux autorités de travailler efficacement. Elle appelle également les habitants de Kinshasa à éviter les zones à risque alors que de nouvelles fortes précipitations sont annoncées dans les jours à venir. Autre chose à présent, effort de guerre, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux procède ce samedi à la remise des offrandes spéciales et autres biens en nature collectés en faveur des FARDC et des Ouazalendo. C'est son cabinet qui annonce la nouvelle. Son cabinet qui annonce la nouvelle précise que Constant Moutamba sera accompagné des chefs des confessions religieuses. Et puis de son côté, le ministre de la Pêche et l'Élevage, Jean-Pierre Tshimanga Bwana, a procédé à la remise officielle de 5 jeeps pimpant neuves et une trentaine de motos. C'est un don du gouvernement octroyé au laboratoire vétérinaire central de Kinshasa pour lutter contre la zoonose. La dotation de ces jeeps et motos vise à faciliter la mobilité des prestataires qui seront bientôt déployés dans 5 provinces et commencer la campagne de vaccination contre la zoonose dont le coup d'envoi de la dite campagne sera donné la semaine prochaine dans les provinces d'Ekwilu et Kwango pour la première étape. Après la visite des laboratoires pour se rassurer de la conservation des vaccins, Jean-Pierre Tshimanga Bwana, porteur de ces engins roulants, aux bénéficiaires à des primes abord, remercier les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour cette grande dotation. L'opinion doit être une chose qu'il faudrait commencer par remercier le chef de l'État, garant de la nation, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faut remercier maman, la première ministre, Excellence Madame chef du gouvernement, Judith Souminois, parce que quand je pris possession de mes fonctions à la tête de ces ministères, la première chose que j'avais faite, parce que j'ai eu beaucoup de plaintes, il y avait des zones où j'avais demandé qu'on m'amène la situation zoosanitaire de notre pays. Sur base de cette situation zoosanitaire, un document a été fait. Je suis allé avec ça au gouvernement. J'ai défendu et le gouvernement a accepté pour que nous puissions lutter contre les zoonoses qui déciment nos cheptels. Puisqu'actuellement, c'est une catastrophe sur le terrain. Mais il y a 5 provinces qui sont plus touchées que les autres. C'est pourquoi on commence par ces 5 provinces. Après, on va aller basculer dans les provinces qui restent. Cette dotation du gouvernement central de 5 véhicules et une trentaine de motos est très applaudie par les bénéficiaires qui ont promis de les utiliser à bon escient pour vacciner les animaux contre la zoonose encore dévastatrice.
Et puis le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a clôturé vendredi le séminaire des directeurs généraux des impôts en présence du directeur général de cette entreprise publique, Barnabé Mwakadi. Plusieurs résolutions devraient permettre à mieux réaliser les assignations pour l'exercice 2025. Après 5 jours de travail à Hilton Hotel, les directeurs des impôts de la Direction générale des impôts ont clôturé leur séminaire qui avait pour thème la maîtrise du répertoire des contribuables et les recouvrements du solde débitaire comme levier de la mobilisation des recettes des assignations à la Direction générale des impôts pour l'exercice 2025. Il a été également retenu comme résolution le renforcement de la collaboration avec les entreprises et services publics et autres entités pour échange des renseignements. En ce qui concerne notamment les résolutions en matière d'assainissement et de recouvrement du solde débiteur, il a été retenu, par exemple, la constitution des dossiers en admission non-valeur des créances déclarées irrécouvrables à soumettre à la sanction de son Excellence, Monsieur le Président. Signature du cahier des résolutions et lecture du contrat des performances et signature des directeurs avec la haute direction de la DGI ont constitué la charpente de ces séminaires. Comme votre autorité peut s'en rendre compte, la mise en œuvre de certains de ces résolutions nécessite un accompagnement du gouvernement afin de permettre à l'administration fiscale de mener à bien sa mission de mobilisation des recettes et d'atteindre ses objectifs. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba, s'est dit être satisfait des fruits que ces séminaires a produits qui aura un impact significatif sur les assignations de la Direction générale des impôts pour 2025. Je vous encourage à intensifier vos efforts afin de relever les défis liés à la constitution d'une administration fiscale moderne. Cette administration devra être capable de répondre à nos enjeux contemporains et de contribuer au développement de notre nation qui a subi des agressions injustes pendant plus de 3 décennies. Déterminés, ces directeurs des impôts venus des différentes provinces de la RDC ont fixé leurs objectifs sur les résolutions prises pendant ces séminaires pour la bonne marche de la DGI afin de réaliser les assignations de l'exercice 2025. Au premier trimestre de l'année 2025, les finances publiques de la République démocratique du Congo ont enregistré des performances, notamment en matière de mobilisation de recettes, une efficacité de la DGI et la DGRAD. Regardez. Sur des prévisions initiales estimées à 5,244,7 milliards de francs congolais, les recettes effectivement collectées se sont élevées à 5,723,35 milliards de francs congolais, soit un taux de 109%. Cette performance traduit l'efficacité des régies financières, en particulier la Direction générale des impôts, DGI, et la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations, DGRAD. Mérite de félicitations pour leur dynamisme et leur engagement. Ces résultats sont également le fruit de la vision et du pilotage rigoureux du ministre des Finances, Doudou Fwamba, dont les efforts constants pour améliorer la gouvernance budgétaire, renforcer la discipline fiscale et optimiser la mobilisation des recettes internes portent des fruits tangibles. Cependant, ces bons résultats en matière des recettes contrastent avec une forte pression sur les dépenses publiques. Les dépenses initialement prévues à 5,829,166 milliards de francs congolais ont atteint 7,360,420 milliards de francs congolais, soit un taux d'exécution de 126%. Ce dépassement est largement attribuable aux impératifs sécuritaires, notamment les opérations militaires en cours dans l'est du pays qui continuent de requérir des ressources conséquentes. Les déficits budgétaires initialement projetés à 584,466 milliards de francs congolais, soit environ 208 millions de dollars à 1,637,384 milliards de francs congolais en raison de ces dépenses exceptionnelles. Contrairement à certaines affirmations inexactes relayées dans les médias, ces déficits n'est pas de 49 millions de dollars. Il est important de souligner que ce déficit a été entièrement financé de manière saine grâce à une marge de trésorerie disponible
et à l'émission maîtrisée des obligations du Trésor sous la supervision du ministre des Finances. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, reste résolument engagé dans la consolidation de la stabilité macroéconomique et le renforcement de la transparence budgétaire. Sous son leadership, les efforts en matière de mobilisation des recettes doivent être poursuivis tout en assurant un encadrement rigoureux des dépenses, notamment celles liées aux situations exceptionnelles. Cette rigueur est essentielle pour maintenir l'équilibre budgétaire et garantir la mise en œuvre effective des priorités nationales. En vue de lutter contre les inondations et fluidifier la circulation des populations du Haut-Lomami, le gouverneur des provinces Banza Mouloumé Marmont a effectué une visite d'inspection dans la commune de Sobongo et d'Ibaya où les travaux de curage des caniveaux avancent à grands pas. Le gouverneur du Haut-Lomami, Banza Mouloumé Marmont, a effectué une descente dans la commune de Sobongo et d'Imaï, question d'inspecter les travaux de curage des caniveaux, travaux exécutés par les jeunes volontaires de la ville de Kamina. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'améliorer les conditions de circulation et à lutter contre les inondations dans certains quartiers de la ville, surtout pendant cette période pluvieuse. A pris le temps d'observer l'évolution des travaux au niveau de l'école Source du Savoir jusqu'à la prison centrale de Kamina. Ces caniveaux, depuis des années, n'ont jamais subi de tels travaux de curage. L'autorité de la province a encouragé les équipes sur terrain et rappelle son engagement à rendre les chefs-lieux de la province plus propres et sécurisés. Ce sont les jeunes, vous savez, nous vivons la ville, nous avons été avec vous ici à Kamina il y a longtemps, mais aujourd'hui les eaux sont partout. La main-d'œuvre locale, les jeunes volontaires ont compris qu'il y a moyen de sauver la ville sans recourir à qui que ce soit. Ce sont les jeunes volontaires. Banza Mouloumé Marmont, gouverneur, s'est rendu également sur l'avenue du Stade où s'effectuent les travaux de modernisation, travaux exécutés par l'entreprise Ena Compagnie sous le financement de la province. Aujourd'hui, l'avenue du Stade reflète une belle image. L'autorité du Haut-Lomami s'est dit déterminée à redorer l'image du chef-lieu de la province. Nous sommes dans notre ville. On est chaque fois obligé de passer, voir ce qui se fait pour savoir qu'est-ce que nous devons faire, ce que nous pouvons corriger sur les travaux qui sont en cours et voir comment nous pouvons entrevoir d'autres projets à venir. C'est ça l'objectif. Les habitants vivant le long de cette avenue ont exprimé leur reconnaissance envers le gouverneur pour son souci de développer le Haut-Lomami et de matérialiser la vision du chef de l'État en province. À Kalemi et dans la province du Tanganyika, l'ITIE a tenu un atelier préparatoire du rapport sur les niveaux de réalisation du fonds minier pour les générations futures, FOMIN, avec les acteurs impliqués dans ce secteur. C'est sous la houlette de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE RDC que s'est déroulé durant 2 jours dans la salle Imani de l'hôtel Victoria Palace à Kalemi, un atelier sur la collecte des données de redevance minière en prélude de l'élaboration du rapport ITIE du fonds minier pour les générations futures, FOMIN en sigle. Cet atelier rentre dans le cadre de la mission du Comité d'amélioration de la réforme des finances publiques, COREF, financé par la Banque mondiale à travers le projet Encore. Facilité par M. Alvin Kambele et Dieudonné Lukoji, respectivement experts en collecte de données et communication à l'ITIE RDC, cette séance a regroupé les administrations provinciales du secteur minier, les entreprises sectorielles ainsi que la société civile. Nous nous sommes particulièrement attelés sur les fonds mines, les chiffres que nous avons eu à collecter dans les années passées pour nous donner une idée et faire une projection et débattre là-dessus pour préparer cette collecte qui se fera jusque la semaine prochaine. Émettant leurs impressions, les participants ont encouragé l'ITIE et ses partenaires à poursuivre sans relâche avec leur mission, surtout dans la recherche de la transparence sur les redevances minières et le suivi sur l'orientation et l'usage des fonds collectés pour une bonne garantie en faveur des générations futures. On souhaiterait que ce fonds serve à relancer les entreprises qui sont aux arrêts. Il y a plusieurs entreprises comme ça qui sont aux arrêts et qui aujourd'hui, s'il y a des fonds nécessaires, on peut pouvoir les relancer. Pensez à financer certaines activités des jeunes, ceux qui seront éligibles et qui peuvent postuler pour obtenir des fonds nécessaires pour relancer leurs propres activités
ça ferait vraiment un atout pour relancer la petite et moyenne entreprise. Donc c'est tellement bénéfique et nous demandons à ITIE à la prochaine fois de continuer à multiplier les ateliers pour permettre aux gens et aux entreprises de savoir plus ce qu'est l'ITIE. Pour cet ultime objectif énoncé par les facilitateurs, les participants ont eu un échange abondant sur la question liée au rôle du FOMIN et le degré d'implication de l'ITE pour garantir l'héritage des générations futures. Plus loin de la RDC présidentielle au Gabon, 920 000 électeurs sont appelés aux urnes ce samedi pour choisir leur prochain président. Au total, 8 candidats sont en lice. Ce samedi 12 avril, les Gabonais sont appelés aux urnes dans un contexte inédit, moins de 2 ans après le coup d'état militaire qui a mis fin au régime d'Ali Bongo. Ce renversement avait suivi une élection présidentielle entachée de nombreuses irrégularités et fortement contestée. Parmi les 8 prétendants à la magistrature suprême, le général Brice Nguema, actuel président de la transition, figure parmi les favoris. Il fait face à plusieurs personnalités politiques d'envergure, notamment l'ancien premier ministre Alain-Claude Billy Bente. Chacun a mené sa campagne selon ses moyens, dans l'espoir de convaincre un électorat encore marqué par le bouleversement récent. L'un des défis majeurs de cette élection reste la participation citoyenne. D'après le premier votant, ont commencé à affluer dès l'ouverture de bureaux de vote formant de longues files d'attente. L'un des défis majeurs de cette élection reste la participation des citoyennes, puisque le premier votant ont déjà commencé à affluer de l'ouverture de bureaux de vote, formant ainsi de longues files d'attente. Malgré une faible affluence lors du retrait de cartes électeurs, cela ne devrait pas entraver le processus électoral. En effet, la législation gabonaise permet aux électeurs de récupérer leur carte le jour même ou de voter en présentant un document d'identité, à condition d'être inscrit sur les listes électorales. Alors que le pays s'engage dans un tournant décisif, beaucoup y voient une opportunité de refondation politique. L'issue du vote pourrait bien redéfinir l'avenir du Gabon et consolider sa stabilité institutionnelle. Ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Réduction du prix du nouveau passeport biométrique à $75. C'est ce qui ressort de la 39e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Effort de guerre, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, procède ce samedi à la remise des offrandes spéciales et autres biens en nature collectés en faveur des FARDC et des Ouazalendo. Au Gabon, 920 000 électeurs sont appelés aux urnes ce samedi 12 avril pour élire leur prochain président. Au total, 8 candidats sont en lice. Merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Inico Cash.